à cette conférence. Ah, je vais attendre que voilà. Le pourquoi de cette conférence, en fait, c'est lié à une initiative qu'on a lancée un peu avant le Covid, qui s'appelle l'initiative Pro Bono. Et je voudrais enfin, remercier aussi les deux personnes qui sont avec moi, qui m'ont suivi depuis longtemps sur le sujet, qui sont Luc Ponchon et Jean-François Barou. Alors, donc, en... attendez, hop, il faut que j'avance mes slides. Est-ce que ça marche? Oui, voilà. En fait, on est parti d'un constat, moi, enfin, surtout une interview que j'avais entendue à France Inter et qui partait du constat que les associations aujourd'hui ont besoin de professionnalisation. Une association, c'est une personne morale. Il y a des associations avec une envergure au niveau local, au niveau national, voire international. Et de plus en plus, elles ont une espèce de délégation au niveau de l'État, de différentes organisations, en ayant de moins en moins de moyens, parce qu'il y a aussi un désengagement financier des collectivités. Et donc, en fait, elles ont en fait un besoin de plus en plus de professionnels. Les objectifs, en fait, de cette initiative, trois grands objectifs. Donc, c'est le premier, on rentre dans les missions du PMI, c'est à savoir de promouvoir les compétences de chef de projet auprès du monde associatif. Évidemment, c'est aussi d'aider les associations à trouver des chefs de projet pour leurs activités. Il y a pas mal de choses dans le domaine. Également, pour les chefs de projet, c'est aussi un moyen de gagner en termes de compétences, en termes de savoir, en fait, de connaissances en gestion de projet, dans des milieux qui sont en dehors de l'entreprise. Et donc, les bénéfices pour le chef de projet, c'est une implication concrète dans des implications à impact sociaux. C'est également le sentiment, notion de contribution, c'est un sentiment d'être utile, de contribuer à une cause. Évidemment, c'est un développement de compétences. Et sur les compétences, il y en a deux en fait, essentiellement. C'est des compétences métiers, ce qu'on appelle les hard skills en anglais. Et le deuxième, c'est toutes les compétences interpersonnelles, et notamment dans le milieu associatif. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que milieu associatif, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie comme dans une entreprise. Donc, on travaille beaucoup sur ces compétences interpersonnelles, ce qu'on appelle également les soft skills en anglais. Et donc, si vous voulez en savoir plus, si vous êtes intéressé par l'initiative, c'est-à-dire vous connaissez une association, vous voulez souhaiter présenter une association parce qu'elle est à la recherche effectivement de chefs de projet, vous-même vous êtes intéressé par cette initiative, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous ai mis mon adresse là et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, j'ai terminé ma présentation et donc je passe la main maintenant à Myriam. Voilà, je retirais mon micro. Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, merci Bruno pour cette introduction et merci aussi Déborah pour la présentation. Je vais donc partager mon écran également. Euh, je ne retrouve pas ma présentation. Alors là, ça, c'est embêtant. Euh, euh, j'ai moi. Oui, on voit Zoom. Je vois marqué Zoom sur l'écran. Oui, j'essaie de voir pourquoi il n'y a pas pourquoi il n'y a pas la présentation, là. Bon, voilà, c'est là. Voilà, excusez-moi, C'est bon, ça marche. détail technique. Voilà, écoutez, je crois que j'ai à peu près une petite demi-heure pour présenter le projet. Moi, l'idée, c'est quand même d'aller assez vite, et peut-être après, avec des questions, essayer de resserrer et de faire de la discussion, voilà, que ce soit, ça vous parle et que ce soit concret. Voilà, je vais présenter aujourd'hui le projet de la course cyclette, qui est en fait non pas une association, mais une coopérative d'intérêt collectif
Alors, la différence entre une association et une coopérative d'intérêt collectif, c'est une coopérative, donc c'est une société, c'est une société donc avec un but économique. Et en revanche, il y a certaines règles de fonctionnement de cette société, qui sont des règles d'ailleurs qui sont déterminées par la loi. C'est inscrit dans la loi de l'ESS de 2014, de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est une société qui a la particularité d'avoir comme sociétaires des personnes physiques ou morales qui donc n'ont pas la possibilité d'avoir des dividendes, c'est-à-dire que l'ensemble des bénéfices doit être réinvesti dans la société systématiquement. Et également, il n'y a pas de possibilité d'investissement avec une rentabilité personnelle, c'est-à-dire que quand on investit dans la société, la SIC, en tant que, donc, comme si on adhère, donc on adhère au projet, donc on achète des parts de la société, c'est des parts en général, c'est assez modique, hein, chez nous c'est 50 euros, et en fait, bon, bien sûr, on peut acheter plusieurs parts, mais en fait, quand on va ressortir, on ne va pas ressortir avec de gains en capital, on ne peut ressortir qu'à la valeur nominale. Donc, ça ne peut pas être un outil d'enrichissement pour un investisseur dans une SIC. En revanche, c'est un investissement dans lequel il va pouvoir s'investir comme bénévole, mais également simplement, il peut trouver avoir intérêt au projet. Et donc, c'est bien l'intérêt collectif du projet qui va l'intéresser. Voilà. Donc, et la particularité également d'une société coopérative, c'est que les salariés, c'est-à-dire les gens qui sont dans l'outil de production, donc ont une voix prépondérante dans les décisions. C'est donc, même si voilà, il y a une personne, une voix, hein, c'est une gouvernance où chaque collège a une voix égale. Donc, le collège des salariés voilà, et donc associé à la gouvernance de la coopérative. Voilà, mais bon, je ne m'étends pas plus sur ce sujet-là. On pourra éventuellement revenir si vous avez des questions sur le fonctionnement des sociétés coopératives. Je voulais juste dire que nous étions une société coopérative à intérêt collectif. Voilà. Et notre intérêt collectif, c'est le vélo. Et le projet que je vous propose aujourd'hui, qui est le projet de développement de la SIC, il est autour d'un acronyme, enfin d'un titre qu'on a appelé Vélo 4RS. Donc 4R, c'est pour rouler, réutiliser, reconditionner, recycler. Et le S, c'est pour solidaire. Donc on retrouve les R de l'économie circulaire. On a ce R en plus et en premier qui est rouler, qui est la pratique du vélo, et le S solidaire parce que effectivement, je vais essayer de vous démontrer que l'important, c'est que effectivement le vélo soit accessible à tout le monde, à commencer par ceux qui en sont le plus éloignés. Voilà, et donc notre projet, c'est de structurer une offre servicielle pour développer l'usage du vélo dans le Val-de-Marne. Et donc, on va voir que cette offre servicielle, l'objectif de ce projet, c'est de la construire à plusieurs dans un esprit coopératif d'agencement donc des acteurs du vélo sur le territoire, sachant que notre territoire, c'est le Val-de-Marne, donc la banlieue parisienne, l'Île-de-France, la banlieue parisienne. Et pour ceux qui connaissent un petit peu moins la géographie française, c'est donc le sud-est parisien. Voilà. Donc le vélo, bah, quelques chiffres voilà, qui vont un petit peu étayer le pourquoi de cette volonté de développer une offre autour du vélo. Voilà, donc la pratique du vélo en France, elle est en développement, mais elle reste aujourd'hui contrastée et le potentiel reste très très important. Voilà, donc effectivement, on peut, voilà, il y a euh, par exemple en France 37% des gens qui font du vélo au moins une fois par mois, contre 59% en Allemagne. Donc 37%, c'est, on va dire, voilà, bah, c'est quand même une belle minorité.
mais on rajoute une fois par mois, c'est-à-dire qu'on voit que probablement les gens qui en font de manière quotidienne, c'est-à-dire pour les trajets au quotidien, que pour des déplacements, que ce ne soit pas que par exemple pour du loisir ou occasionnel, on voit que bah, quand même on a 66% des gens qui ne font pas de 63% de gens qui ne font pas du vélo de manière régulière, quotidienne. Je pense que, je ne sais pas quelle est la statistique sur la voiture, mais je pense que c'est beaucoup plus que 37%. C'est-à-dire si on a une voiture, on va l'utiliser beaucoup plus qu'une fois par mois. Voilà. Et donc, j'en profite pour dire, par exemple, qu'en France, sur des trajets de moins de 5 km, donc c'est quand même pas très, c'est pas énorme, eh bien encore aujourd'hui, il y a plus de 60% de ces trajets qui se font en voiture en France. Voilà, donc on va dire que bon, il y a quand même 25% des Français qui sont des cyclistes réguliers et qui font du vélo au moins une fois par semaine. On rencontre plutôt ces cyclistes dans les centres-villes, moins dans les banlieues. Donc, on a 26%, moins de 26% dans les banlieues et en milieu rural. Voilà. On sait également, alors voilà, ce sont des statistiques là qui vont nous paraître plus intéressantes, un peu en bas. Donc, pourquoi les gens font du vélo? Eh bien, il y a quand même un tiers des gens qui font du vélo pour les loisirs. Donc, parmi ces 37%, bah, il y en a déjà un tiers qui font du vélo pour du loisir, donc pas forcément pour les trajets domicile-travail, c'est-à-dire vraiment ou pour le déplacement utilitaire au quotidien. Donc, on voit qu'on a déjà beaucoup moins de gens qui en font. Et puis, si on regarde en termes de pratique, on voit que 93% des Français, quand on les interroge, disent savoir faire du vélo, mais il y a quand même 28% des sondés qui disent avoir une faible maîtrise du vélo. Donc en réalité, qui ne font pas de vélo et qui, s'ils tentaient, ils voulaient en faire, sont handicapés par le fait qu'ils ne savent pas en faire. Et donc on parle des adultes. Et donc ça va être une statistique très importante pour le développement de notre projet. Voilà. Maintenant, si on regarde la répartition en termes d'âge, je reviens un petit peu sur mes chiffres. Voilà, on voit que 34% des cyclistes sont des personnes entre 11 et 34 ans. 14%, ce sont des personnes âgées. Donc, on voit qu'effectivement, on va plutôt, voilà, à partir d'un certain âge, faire un petit peu moins de vélo. Donc, ça, bon, voilà, on va dire que ce n'est pas forcément la statistique qui nous plaît, qui nous intéresse le plus. En revanche, il y a un autre chiffre qui nous paraît très intéressant à creuser, c'est que la pratique du vélo, c'est plutôt une pratique masculine, c'est-à-dire que voilà, les femmes ne représentent que 19% des cyclistes, ce qui est quand même relativement faible. En tout cas, on n'est pas du tout dans des critères d'égalité homme-femme par rapport à la pratique du vélo. Et enfin, une autre statistique qui nous paraît très intéressante et très importante pour notre projet, c'est que les cyclistes régulier, c'est-à-dire ce qu'on appelle un cycliste régulier, bah, c'est quelqu'un qui va utiliser le vélo au quotidien, notamment pour aller travailler. Eh bien, on va plus les rencontrer dans les classes supérieures de revenus que dans les classes moyennes ou dans les bas revenus. Et en fait, on se rend compte que plus on va aller vers des bas revenus et des difficultés en termes de revenus, moins on va trouver de personnes qui font du vélo. Ce qui, voilà, est quand même un chiffre assez étonnant dans la mesure où le vélo est un moyen de transport très économique par rapport à la voiture. Donc, il y a une inégalité de la pratique du vélo en fonction des revenus. Et avec l'augmentation des personnes qui se mettent à faire du vélo, eh bien, cette statistique n'a pas tendance à se résorber, bien au contraire. Voilà. Et donc, c'est un élément qui nous paraît important dans la suite de ce qu'on va dérouler. En bas à droite, vous avez une autre statistique qui est importante, qui est tout ce qui concerne la consommation, c'est-à-dire l'équipement. Donc là, on a vu la pratique hein, dans les petites iconographies rouges et vertes. Dans l'iconographie violette, vous allez avoir des chiffres qui concernent l'équipement, c'est-à-dire comment les gens achètent des vélos et comment ils conservent leurs vélos. Donc, ce qu'on constate en France, c'est que sur les 5 dernières années,
il y a eu 12 millions de vélos vendus. Donc c'est quand même pas mal, ça fait 4 millions de vélos par an, c'est quand même assez impressionnant comme chiffre. Mais si on regarde de plus près, on se rend compte que, en fait, parmi ces vélos, il n'y a que 8% des vélos qui sont utilisés quotidiennement. Donc, c'est-à-dire les gens achètent des vélos, mais en fait, il n'y a que 1 sur 10 qui finalement va l'utiliser au quotidien. Et donc, de fait, on se retrouve avec 40% des vélos qui sont vendus chaque année, qui circulent moins d'une fois par an. Donc, autant vous dire, moins d'une fois par an, c'est-à-dire pratiquement jamais. C'est-à-dire, les gens achètent des vélos, et puis finalement, ces vélos sont, comme on dit, mis au rebut pour diverses raisons, mais en réalité, ne roulent pas. En réalité, ce chiffre-là, si vous vous intéressez à l'économie circulaire, eh bien, on va le retrouver dans beaucoup d'objets, beaucoup de notre consommation, c'est-à-dire on achète, mais derrière, on ne réutilise pas, on ne conserve pas. Et donc, c'est comme ça que sur le vélo, eh bien, il y a quand même 2 millions de vélos euh, de manière un petit peu récurrente qui se retrouvent, comme on dit, au rebut. Donc, voilà, c'est des statistiques qui sont issues de l'économie, d'Instituts de l'économie circulaire ou de l'ADEME ou d'autres instituts comme l'INSEE pour la pratique du vélo. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais passer à la slide suivante pour parler donc de ce qu'on fait nous à la course cyclette. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une coopérative d'intérêt collectif, hein. Et donc si on regarde sur le côté gauche de cette petite illustration, nous sommes d'abord des spécialistes de la réparation et des spécialistes de la vente du vélo. Nous sommes des experts du vélo, plutôt côté, comme on dit, mécanique. C'est-à-dire qu'on répare et on vend des vélos, c'est-à-dire on connaît les vélos et on vend des vélos. Nous sommes installés dans le Val-de-Marne, dans une ville très dense, Ivry-sur-Seine. Et donc, nous, notre spécialité, c'est quand même plutôt le vélo urbain, et donc, qui dit vélo urbain dit plutôt le vélo pour des trajets au quotidien. Un vélo urbain à comparer à vélo plutôt pour le loisir, c'est-à-dire des VTT, des vélos de course ou des vélos de descente, par exemple, quand on habite à la montagne, ou le vélo plus voilà pour des grandes randonnées, etc. Nous, on est plus voilà dans le vélo de ville, le vélo qui va être utilisé tous les jours pour aller travailler ou en tout cas pour pouvoir voilà se déplacer de manière utilitaire. On répare tout type de vélo. Donc, même si je vous ai dit qu'on n'était plus sur le vélo urbain, enfin, bon, voilà, parmi le vélo urbain, il y a tout type de vélo. Il y a des vélos classiques, comme on dit, traditionnels, mais il y a également des vélos électriques, des vélos à assistance électrique. Il y a des vélos anciens, des vélos modernes, des vélos d'enfants, des vélos de femmes, etc., des vélos cargo. Donc, tout ça, ce sont des vélos que l'on connaît bien, soit qu'on les vend, soit qu'on les répare, soit les deux. Voilà. Nous avons donc cette compétence mécanique et ça, on s'adresse pour ça aux cyclistes, c'est-à-dire à ceux qui déjà ont un vélo ou ont l'intention d'en acheter un. Et donc, c'est toute une partie de notre activité. On a 3 techniciens cycles qui travaillent sur ces questions-là. Mais ce qui va nous animer aujourd'hui, c'est plus la partie de ce qu'on fait pour amener des nouvelles personnes à faire du vélo. Voilà. Nous, notre projet d'intérêt collectif, donc il est lié à une vision autour de la transition écologique. Et donc, le vélo, notre vision, c'est que bah, déjà, le vélo a un certain nombre d'effets positifs sur la société. En premier lieu, la santé, la qualité de l'air, la baisse des émissions carbone. Mais également, il y a un intérêt qui peut être mis en évidence, c'est que la pratique du vélo va influer notre style de vie et aussi nos rapports à la consommation. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire du vélo au quotidien et qui va voilà, choisir de se déplacer plutôt à vélo, eh bien, on a toutes les chances que finalement, euh, il va commencer à voir un peu différemment son rapport à la consommation.
Je donne un seul exemple, quelqu'un qui prend son vélo tous les jours et qui peut-être a mis sa voiture pour le coup au rebut ou qui a dit bah moi ma voiture pour le coup je vais l'utiliser par exemple qu'une fois par mois parce que je vais faire une grande balade ou je vais faire un grand trajet ou que pour les vacances ou des choses comme ça. Eh bien cette personne-là qui donc ne va pas cumuler et sa voiture et son vélo et une trottinette et je ne sais pas quoi encore. C'est donc une personne qui va avoir vraiment changé sa manière de se déplacer au quotidien. Eh bien, elle va avoir des nouvelles, comment dire, des nouveaux challenges finalement dans sa consommation. C'est comment bah, je fais mes courses, comment je choisis mes trajets, où je vais. Et donc, il va y avoir des modes de vie qui vont être différents, qui vont s'adapter au fait qu'il n'a plus la voiture pour se déplacer. Donc, la première évidence, par exemple, c'est que bah, il y a toutes les chances, par exemple, qu'il aille beaucoup moins au supermarché. Donc, beaucoup moins au supermarché, bah, déjà, il faut qu'il y ait autre chose que des supermarchés comme type de commerce. Euh, et puis derrière, bah, ça veut dire qu'effectivement, si on va moins au supermarché, bah, finalement, on va se rendre compte qu'on va consommer plutôt moins que si on y allait. Donc voilà, c'est juste un petit exemple pour montrer que la pratique du vélo peut influer nos styles de vie et donc, du coup, bah, ça veut dire beaucoup de choses. Et surtout, bah, ça veut dire que s'il y a plus de cyclistes, si vraiment on développe l'usage du cyclisme au quotidien, on peut imaginer que nos villes vont, par exemple, changer, enfin, nos environnements vont changer du fait de ce changement sociétal dans la manière dont on se déplace. Voilà. Donc nous, on s'inscrit beaucoup là-dedans et on travaille beaucoup dans cette vision. En bas, on a un petit, le petit diagramme là montre quelque chose que peut-être on ne voit pas bien les chiffres. Bon, enfin, ce que ça veut dire, c'est que vous avez le petit carré, petit rectangle jaune et le grand rectangle jaune. En bas, c'est disons, le nombre de trajets à vélo. Aujourd'hui, on se situe donc dans une fourchette très basse de nombre de trajets à vélo. On peut dire que, par exemple, il y a à peu près 7-8% de ce qu'on appelle par modal des trajets domicile-travail, par exemple, à vélo, c'est-à-dire qu'il n'y a que 8% des trajets pour aller travailler qui se font à vélo. Et donc, si on dit que les objectifs par des politiques publiques, etc., parce que voilà, aujourd'hui, il y a des incitations à faire du vélo. Si on dit que ces politiques publiques ont pour objectif que, par exemple, il y ait à peu près 14-15% des trajets domicile-travail qui se passent à vélo. Bon, par exemple, il y a des pays dans le nord de l'Europe où on est plutôt à 20-25%, voire 30%. Hein, mais si on dit que voilà, en France, on va essayer d'avoir 15% de trajets à vélo, eh bien, c'est en réalité des millions de personnes que ça concerne, puisque les déplacements domicile-travail, c'est énormément de trajets. Voilà, donc si on accompagne ce mouvement-là, et nous, notre travail, une de nos missions, c'est d'accompagner ce mouvement-là, eh bien, d'abord, bah, c'est un mouvement très important et en plus, ça va vouloir dire un certain nombre de choses sur ce qu'il va falloir faire pour équiper ces personnes-là et bah, justement pour accompagner ce mouvement. Voilà. Donc, quand on parle vélo, vous l'aurez compris par les quelques chiffres les grandes masses de chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure et les types d'indicateurs que je vous ai donnés tout à l'heure, eh bien, on va s'intéresser à plusieurs sujets. On va s'intéresser à l'économie circulaire. Hein, on a parlé de vélos qui sont disons, produits. Et la problématique, c'est qu'aussi, c'est que ces vélos sont pas forcément produits en France et sont pas forcément produits pour durer, etc. Donc nous, voilà, l'idée, c'est qu'on va s'intéresser à ces sujets de comment sont produits les vélos et aussi surtout comment, une fois qu'ils sont vendus, comment est-ce qu'on peut les garder en circulation. Donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. On va s'intéresser à ce que je vous appelais tout à l'heure, c'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je reviendrai dessus. On va s'intéresser à un écosystème vélo. Et comme nous sommes dans l'économie sociale et solidaire, ben, on va essayer de comprendre quel est l'écosystème vélo de notre territoire. Et on va s'intéresser à la filière économique
du vélo et des emplois que cette filière peut générer. Voilà. Donc, concrètement, ce que nous faisons, nous, à la course cyclette, pour travailler sur ce déploiement de nouveaux cyclistes, c'est que bah, déjà, on s'inscrit dans les plans d'action des stratégies cyclables territoriales, c'est-à-dire que nous sommes en rapport avec les collectivités territoriales et tous les acteurs qui travaillent sur les politiques publiques du vélo, donc ce qu'on appelle un ancrage territorial. Donc nous, on travaille sur notre ancrage territorial. On est à la fois soutenu par les collectivités territoriales et on essaye de les accompagner dans ces stratégies cyclables. On fait la promotion de programmes incitatifs ciblés sur le vélo. Je vais revenir là-dessus. Et donc, à travers ce projet Vélo 4RS, on essaye d'impulser l'essor d'un écosystème territorial sur le vélo. Voilà. Je vais parler maintenant de ce que nous faisons pour promouvoir les dispositifs qui permettent de développer l'accompagnement du vélo. Donc pourquoi je vais en parler? Parce que le fait de s'impliquer dans ces dispositifs, en fait, nous sommes mandatés par la Fédération des usagers de la bicyclette pour promouvoir des programmes, des dispositifs qui vont permettre aux gens de se mettre à faire du vélo, eh bien, ça nous donne une ouverture sur à la fois les entreprises du territoire, les structures sociales du territoire et toutes les structures qui vont avoir un, un qui vont pouvoir prescrire à leurs bénéficiaires justement de s'intéresser à la question de se déplacer à vélo. Donc, je vais vous parler déjà d'un premier dispositif dans lequel nous sommes investis, qui s'appelle Objectif Employeur Pro Vélo. Donc, la Fédération des usagers de la bicyclette, donc voilà, cette grande association nationale qui fait la promotion des usages du vélo, grandes lois qui sont voilà qui se mettent en place pour le vélo, mais qui également donc ont mis en place des programmes qui sont à disposition donc dans l'occurrence pour Objectif Employeur Pro Vélo des entreprises ou plus exactement des employeurs, donc ça peut être des employeurs du secteur public ou des secteurs privés, et donc c'est des dispositifs pour que les entreprises s'en emparent, c'est des dispositifs RSE finalement, pour qu'ils s'en emparent pour développer l'usage du vélo, notamment pour les trajets domicile-travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au devant des entreprises et du secteur public et du secteur privé. Donc, c'est comme ça que la course cyclette a un très grand vivier d'acteurs avec qui elle est en contact pour parler vélo et pour accompagner les entreprises dans le développement de la culture vélo au sein des entreprises. Donc, il y a des employeurs qui sont déjà, notamment les grandes entreprises, souvent elles ont déjà fait pas mal de choses pour faciliter l'usage du vélo, parce qu'elles font pas mal de RSE, et puis voilà, elles essayent, oui, notamment dans le cadre de la RSE, elles essayent de faire pas mal de choses pour accompagner l'usage du vélo. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin et surtout de donner des méthodes pour que les salariés puissent faire du vélo en sécurité, qu'ils puissent être bien accueillis quand ils font du vélo, que l'entreprise communique sur la manière de faire des trajets domicile-travail à vélo, qu'elle anime cette politique voilà, et de fait qu'elle rentre dans une communauté employeur pro vélo pour travailler sur ce qu'on appelle la responsabilité euh, sociétale des entreprises, c'est-à-dire s'intéresser à comment on accompagne l'usage du vélo sur le territoire et notamment par l'impact des trajets domicile-travail des salariés. Voilà, il y a certaines entreprises, quand elles font leur bilan carbone, la question des déplacements est un des premiers postes d'émissions carbone. Et donc, de travailler sur les trajets domicile-travail en mobilité active, c'est un impact positif sur la diminution des émissions produites par l'entreprise. Donc, nous, à la course cyclette, on va au-devant des entreprises et on parle de ce projet, de ce dispositif qui amène vers des labels. Voilà.
on pourra en reparler. Le deuxième dispositif auquel on s'intéresse, c'est un dispositif qui s'appelle Vélo Ego, et en réalité qui n'est pas encore, nous, on n'est pas encore embarqué pour déployer ce dispositif qui aujourd'hui est déployé de manière pilote sur une vingtaine de territoires. Mais le Val-de-Marne n'est pas encore concerné par ce dispositif et l'objectif, c'est qu'on s'y investisse pour 2025. Et donc, de la même manière qu'on a parlé donc des trajets domicile-travail des entreprises, là, on va aller s'adresser à ce qu'on appelle des prescripteurs plutôt dans le milieu social. Et donc, c'est comment on va aller accompagner des personnes cette fois-ci, donc ce n'est pas des structures, c'est des personnes qui sont éloignées des mobilités. Donc tout à l'heure, vous vous souviendrez que je vous ai montré ce chiffre qui disait que, voilà, premièrement, les femmes font moins de vélo que les hommes, et deuxièmement, que les petits revenus, les gens qui avaient un faible pouvoir d'achat, faisaient moins de vélo que des personnes qui avaient au contraire des revenus supérieurs. Donc, il y a aujourd'hui une statistique importante qui est que 12 millions de Français sont éloignés de la mobilité et sont en précarité à cause de cet éloignement de la mobilité. Donc, ce sont des gens qu'on appelle, on dit qu'ils sont enclavés. Et en fait, ces gens peuvent être enclavés. C'est pas, bien sûr, on peut dire, bah oui, ils sont enclavés parce que, par exemple, ils sont à la campagne, il n'y a pas de moyens de locomotion, etc. Mais en réalité, vous allez retrouver en ville, et notamment dans le Val-de-Marne, dans des milieux très denses, des personnes qui sont éloignées de la mobilité. Et donc, par exemple, si on dit que 30% des Français ne savent pas faire de vélo, on va retrouver beaucoup parmi ces 30% des personnes qui sont dans des quartiers populaires et qui finalement sont dans un environnement où le vélo n'ayant pas été développé ces dernières années, bah, ils n'ont pas eu l'opportunité de faire du vélo. Il y a des difficultés de stationner les vélos dans des résidences sociales, etc. Et donc, du coup, les personnes ne font pas de vélo. Et donc, c'est ce sujet-là sur lequel on essaye de travailler, de se dire, bah, il faut que aider, accompagner pour que, il y ait cette culture vélo qui devienne une évidence parmi les personnes qui sont éloignées des mobilités, que le vélo peut être une solution, et ensuite, comment on accompagne les gens pour que effectivement ils puissent faire du vélo et que également on puisse leur fournir des vélos qui soient voilà, pour ils puissent se déplacer à vélo. Et comme nous sommes voilà, dans notre objectif de transition écologique, etc., on réfléchit à comment ces vélos, éventuellement, ça peut être des vélos issus du réemploi. Voilà, donc c'est pour là où je boucle avec l'économie circulaire. Voilà, donc ça c'est donc je vous ai parlé de ce qu'on fait, c'est-à-dire enfin ce qu'on fait en termes de pratique, c'est-à-dire on fait donc de la réparation vélo, de la vente de vélo, mais également donc on travaille donc sur ce développement qui est pardon sur ces programmes pour voilà effectivement développer l'usage du vélo. J'en viens maintenant à notre projet Vélo 4RS, qui est un petit peu une synthèse de tout ça, qui est donc par l'observation qu'on a eue de toutes ces activités, eh bien, à la fois l'observation et puis également la confrontation avec l'écosystème du vélo, c'est-à-dire avec toutes ces parties prenantes qu'on rencontre, cette communauté employeur pro vélo, ces personnes qui sont en relation avec les publics éloignés des mobilités. Donc, quand on dit ces personnes, ces structures qui sont en contact, ça peut être un hôpital, ça peut être des résidences sociales, ça peut être le France Travail, voilà, toutes ces structures qui sont en lien avec des personnes éloignées des mobilités, eh bien, tout ça constitue un écosystème d'acteurs qui vont être en lien avec cette communauté employeur pro vélo. Et donc, cet écosystème vélo, il va être donc là, j'ai essayé de me faire une espèce de présentation où on voit un petit peu l'ensemble des sujets que ça concerne. Et en particulier, j'ai entouré donc en marron tout ce qui concerne les questions autour de la mécanique, c'est-à-dire la réparation, les pièces détachées,
comment on collecte des vélos, hein, puisqu'on a parlé d'économie circulaire, donc de récupérer des vélos. Qu'est-ce qu'on fait des vélos quand ils sont, voilà, c'est les objets, hein, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les répare, on vend des vélos neufs, comment on reconditionne des vélos. C'est toute la partie mécanique dans lequel nous sommes investis et sur lequel on a besoin de organiser le territoire pour que l'offre servicielle soit présente. L'autre grande thématique, c'est donc tout ce qui est autour de la pratique du vélo. Donc, c'est comment on apprend à faire du vélo, comment on apprend à remettre en selle quelqu'un qui n'a pas fait de vélo depuis longtemps, comment on parle santé autour de l'expérience de faire du vélo, comment, voilà, qui on cible quand on se dit bah, on va essayer d'amener des personnes qui ne font pas de vélo à faire du vélo, les enfants, les primocyclistes, les familles, les personnes allophones. Voilà, comment est-ce qu'on va les amener à pratiquer le vélo, comment on va les accompagner dans ce sujet-là. Et donc là également, c'est tout un écosystème d'associations, de public à animer, de public à diagnostiquer, de public à accompagner. Voilà. Et ensuite, un petit peu plus éloigné dans l'écosystème vélo, mais il peut arriver assez vite, c'est tout ce qui est, donc vous avez en jaune, tout ce qui est autour du transport à vélo d'autre chose que des personnes, ce qu'on appelle la cyclologistique, c'est-à-dire le transport de marchandises à vélo. Donc je vais vite, hein. Ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est autour du tourisme à vélo, hein, puisqu'on a parlé du trajet domicile-travail, mais l'idée, c'est pas justement c'est de dire, bah, non, il faut élargir. Et donc, bah, c'est OK, comment j'utilise mon vélo pour faire autre chose que d'aller travailler. Donc, par exemple, d'aller faire une balade, mais peut-être aller beaucoup plus loin. Et enfin, en marron, bah, c'est tout ce qui concerne la culture vélo. Mais je vais passer vite pour pouvoir parler de la suite et essayer de terminer dans les 5 minutes qui suivent. Voilà. Donc, pour travailler sur ce sujet-là, nous nous appuyons sur, en fait, une recommandation de l'ADEME, c'est de nous inscrire dans des méthodes qui relèvent de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, qu'est-ce que c'est que l'EFC? C'est un point d'appui pour répondre aux enjeux de la transition vers un modèle de développement économique plus soutenable sur le plan écologique, social à l'échelle des entreprises du territoire. Ça, c'est voilà le grand objectif. Et en réalité, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le cadre de référence dans lequel on travaille, euh, c'est bah, déjà de créer de la valeur en se centrant sur les effets utiles apportés aux usagers. C'est-à-dire que notre manière de voir les choses, ce n'est pas de dire bah, faites du vélo ou achetez un vélo ou réparez un vélo ou collectez un vélo, etc., etc. Mais c'est plutôt de se dire, OK, euh, quelles sont les fonctionnalités du vélo, à quels grands enjeux on répond. Et en fait, si on parle vélo, ben, en fait, on parle déjà de déplacement. Et le déplacement, ben, c'est une fonction essentielle de la vie. Et donc, on va s'intéresser en fait à amener dans notre référentiel et dans notre projet d'autres parties prenantes qui vont s'intéresser au développement du vélo, non pas pour réparer un vélo, par exemple, mais peut-être pour se dire, parce que si le vélo se développe, en fait, j'ai des effets utiles sur ce que je fais. Donc, par exemple, dans la santé, eh bien, effectivement, si le vélo se développe, il y a des tas d'effets sur la santé. Et donc, on a créé de la valeur sociétale par le fait que on va s'intéresser à des enjeux de santé. On va également s'intéresser à des enjeux d'émancipation, puisque on en a parlé, comment permettre à des gens qui sont exclus euh, du déplacement de se déplacer. Voilà. En fait, on va dans l'économie de la fonctionnalité. Donc, la deuxième chose à laquelle on va s'intéresser, c'est la réduction des effets négatifs de la production. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, 4 millions de vélos vendus et 40% qui immédiatement se retrouvent stockés quelque part sans être reproduits. Donc, en fait,
toute cette production, toute cette extraction de ressources, y travailler. Et c'est tout l'enjeu de l'économie circulaire. Si on remet des vélos en circulation, on ne n'accroît pas forcément l'extraction. Voilà. Et en fait, le dernier principe, c'est de coproduire la valeur. C'est-à-dire vraiment de s'appuyer sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire de s'appuyer sur l'écosystème local. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de faire dans notre projet. Voilà. Donc, où en sommes-nous? Donc, nous avons effectivement inscrit notre démarche dans l'EFC en vue d'un soutien par l'ADEME en 2025. Nous sommes lauréats d'appel à projet au niveau donc de notre territoire, l'établissement public territorial et du département du Val-de-Marne. Nous sommes en train de préparer Vélo Ego pour 2025. Donc, Vélo Ego, c'est travailler sur ce programme qui permet d'accompagner des personnes éloignées de la mobilité. Et enfin, nous travaillons sur notre gouvernance, la gouvernance de la coopérative d'intérêt de collectif, et nous essayons donc d'élargir notre sociétariat parce que nous travaillons sur cet écosystème territorial vélo qui nous amène à donc être en coopération avec d'autres acteurs. Et donc, ça nous ouvre des débouchés sur la coopérative d'intérêt collectif. Comment vous pouvez nous aider? Donc, voilà, je donne quelques exemples. Vous pouvez nous aider en tant qu'ambassadeur de notre projet. Donc, je vous ai parlé par exemple d'employeur pro vélo. Donc, est-ce que votre employeur est un employeur pro vélo? C'est une question voilà, que l'on peut regarder ensemble. Moi, je pense que l'économie de la fonctionnalité coopération, c'est vraiment un, un sujet qui mérite d'être diffusé dans la RSE, enfin, auprès du système économique, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une question essentielle de revoir complètement nos modes de production. Et donc, je pense que l'économie de la fonctionnalité, de la coopération mérite vraiment d'être connue parce que on parle beaucoup de transition écologique, mais souvent, transition écologique, ça peut donner un côté un peu abstrait, un peu utopique d'un monde idéal dans lequel on pourrait être et comment y aller. Et donc, l'EFC, l'intérêt, c'est bien pour ça que l'ADEME finance les projets qui s'inscrivent dans l'EFC, c'est vraiment le processus de transformation, le processus qui va effectivement permettre de changer nos modes de production. Voilà. Et puis, de manière plus poussée, eh bien, vous pouvez nous aider en contribuant avec nous à la mise en place du pilotage du projet d'écosystème territorial, en rejoignant par exemple un groupe de travail que nous pourrions créer de manière ad hoc. Et puis, vous pouvez participer à l'essor de la coopérative d'intérêt collectif en participant à son projet de gouvernance. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vous donne tout de suite le code PDU que je laisserai afficher là. Et puis, je suis à votre écoute pour répondre aux quelques questions dans le quart d'heure qui nous reste. Merci Myriam. Donc, à tous les participants, est-ce que vous avez des questions? Ben, Myriam, c'est Philippe Ah, Mingo. Philippe, tu es là finalement. Ouais, Voilà. voilà. Écoute, tu peux peut-être dire quelques mots. Voilà, oui, effectivement, on n'a pas présenté Philippe. Écoute, je te laisse te présenter. Excusez-moi, mais je suis malade. Je suis arrivé en retard parce que j'étais chez le médecin. C'est pas à cause du vélo. Donc moi, je suis Philippe Mingo. Et donc, je travaille au conseil départemental du Val-de-Marne. Je suis chargé de projets sur l'économie sociale et solidaire et l'agriculture responsable. Et je suis professeur associé à l'université Paris 8 en économie sociale et solidaire. Et puis, je suis aussi sociétaire modeste de la cour cyclette. Alors, je voulais être très bref, hein. Euh, je pense que je vais donner un exemple précis, mais je pourrais développer, je pourrais avoir une approche plus universitaire, mais je ne vais pas le faire, je vais être très pragmatique. Par exemple, au niveau du conseil départemental du Val-de-Marne, on est rentré dans le dispositif employeur pro-vélo,
Et là où je travaille dans un quartier très dense, près de l'Échat. On a à peu près, on est dans un bâtiment, il y a 1000, 1000 collègues à peu près. Bon, alors avec le télétravail, etc., il y a à peu près 500-600 en permanence, les vacances, tout ce qu'on veut. Et il y a une quarantaine de vélos, alors en moyenne chaque jour. Alors c'est pas énorme, hein, c'est 40 sur 600, on doit être on est à 6,66, 7%. Néanmoins, bah, ça a des impacts positifs parce que les collègues peuvent venir au travail à vélo et c'est très difficile de se garer dans le quartier. Il y a les transports en commun, ça marche, mais c'est pas toujours simple. Donc, il y a des enquêtes qui sont menées régulièrement tous les 2 ans par des collègues qui s'occupent de développement de la pratique du vélo en interne. Et le fait d'avoir un local à vélo très bien aménagé, etc., a permis vraiment d'augmenter le nombre de collègues qui viennent à vélo. Et donc, ça facilite vraiment l'accessibilité. Donc, pour l'employeur, c'est pas mal aussi de ce point de vue-là. Voilà, nous, on a beaucoup aidé la course cyclette depuis des années, puisque avant, la course cyclette c'était une association qui s'est transformée en cycle parce que, évidemment, il y a des activités, je dirais, plus économiques qui, normalement, ont vocation à s'auto-financer, même si c'est pas toujours simple, hein. Euh, et puis, il y a des activités de sensibilisation, d'accompagnement au développement du vélo. Et toutes ces activités sont des activités qui ont besoin d'être accompagnées par la puissance publique. Le rôle de la puissance publique, c'est aussi d'accompagner ces activités parce que s'il n'y a pas cet accompagnement, bah, il n'y a pas de, il y a pas de modèle économique sans accompagnement public sur un certain nombre de questions, hein. Et donc là, ça a des impacts très positifs. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres, mais on était très bas en Val-de-Marne. Il y a quelques années, on était à 0,7% d'utilisation du vélo au quotidien. On était passé à 2% avant le Covid. Je n'ai pas les derniers chiffres. Euh, à Paris, on est beaucoup plus, mais si on réfléchit un peu à notre métropole, on a 4 millions d'emplois à Paris et Petite Couronne sur les 6 millions d'emplois dans la métropole. Donc, on a une très grande densité d'emplois et on sait que les transports en commun de voyageurs, euh, même s'il y a un développement du réseau, ils sont assez saturés. La voiture, c'est saturé. Donc, c'est vrai que le vélo, ça participe un peu d'une relative décongestion. Ça reste très modeste, mais ça participe d'une relative décongestion. Et je pense qu'on le voit plus à Paris intramuros, c'est en très très proche couronne. Donc voilà, ça a beaucoup d'effets positifs, d'impact positifs aussi. On a dit santé, environnement, etc. Mais aussi sur la question quand ça atteint un certain niveau, ça permet de décongestionner, voilà, qu'il y ait un meilleur fonctionnement urbain dans des métropoles denses. Voilà, on peut dire plein d'autres choses, mais voilà, je crois que c'est vraiment très important. En fait, je vais finir là-dessus. On parle actuellement, il y a le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Si on regarde en tant qu'économiste, il n'y a pas eu un budget non déficitaire depuis 1975. Bah, une partie des difficultés, alors dans beaucoup d'autres pays, c'est la même chose d'ailleurs, hein. Une partie des difficultés vient certainement du fait que on a tout un tas, on subventionne tout un tas d'activités qui ont des externalités négatives très fortes, même si on continue à les subventionner parce qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain, mais ça pose beaucoup de problèmes. Or, le vélo, ça a de multiples externalités très positives. Donc, c'est vraiment, quand on investit dans le vélo, bah, la puissance publique s'y retrouve parce qu'il y a un intérêt, il y a enfin, il y a une diffusion de bénéfices multiples qu'on ne peut pas tous mesurer facilement, mais pour la collectivité. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup
cette partie-là. Du coup, nous avons quelques petites questions. Je vais Oui, prendre les questions. je vois, oui. Oui. La première, c'est quelles sont les actions sur le terrain qui sont mises en place pour protéger les cyclistes, pour favoriser la pratique? Bon. Ben oui, c'est voilà, une question très concrète parce que effectivement, pour sécuriser, donc en fait, il y a plusieurs actions. Nous, comme on est un acteur, c'est pour ça que je parle d'écosystème territorial parce que si par exemple on parle de la sécurité du cycliste, en fait, c'est de multiples actions qui doivent être mises en place et qui dépendent de multiples acteurs. Ça dépend bien sûr des acteurs publics qui vont mettre en place des infrastructures routières qui permettent de sécuriser la pratique du cyclisme. Donc, c'est des mouvements de très long terme, mais qui, voilà, néanmoins, se mettent en place. C'est-à-dire que, voilà, il y a des programmes de mise en place, parce qu'il y a effectivement, comme disait Philippe, il y a une saturation de la voiture, donc il faut réfléchir à l'aménagement du territoire, de la voirie, etc., pour justement accompagner le fait qu'il y a de plus en plus de déplacements et de plus en plus de saturation en Ile-de-France et les pouvoirs publics travaillent sur les pistes cyclables. Nous, on n'est pas les pouvoirs publics. Par contre, par exemple, à travers la communauté employeur Pro Vélo, eh bien, nous favorisons le fait que des employeurs, donc les employeurs, ça peut être des secteurs publics, secteurs privés, ils sont sensibilisés à la question du vélo. Donc, on va dire que, par exemple, pour travailler sur les pistes cyclables, pour amener ces sujets-là sur la table, eh bien, voilà, il va y avoir des choses qui vont être mises en œuvre. Donc, ça fait partie de ces programmes d'organiser la relation entre les usagers, par exemple, les gens qui viennent travailler. Si vous êtes un employeur pro vélo, eh bien, vous allez vous allez avoir tendance à plus écouter vos cyclistes, plus avoir envie que des pistes cyclables se développe. Donc, vous allez avoir peut-être plus de discussions avec les pouvoirs publics pour que sécuriser, par exemple, l'accès de l'entreprise, le bassin d'emploi, etc. Donc voilà, ça, c'est ce genre de choses sur lesquelles, effectivement, il y a sa place dans l'écosystème territorial. Après, il y a d'autres choses qui est comment on favorise une pratique sécurisée du cycliste, quel que soit l'état de la voirie, puisque effectivement, actuellement, c'est pas 100%, de toute façon, on ne sera jamais 100% sécurisé, mais effectivement, il y a encore aujourd'hui des endroits où la sécurité à vélo n'est pas optimale. Même, on peut le voir à Paris, hein, où voilà, les pistes cyclables se sont beaucoup développées et pourtant, la sécurité est absolument pas optimale. Et d'ailleurs, ça provoque des drames puisque, voilà, hier, avant-hier, il y a eu un drame autour de ça. Enfin, autour de ça. On peut se demander si c'est que autour de ça, mais en tout cas, voilà, la sécurité, de toute façon, n'est jamais optimale. Et donc, c'est comment on amène à des pratiques sécurisées, comment on met en sécurité les gens qui décident de faire du vélo. Et donc, ça passe par une sorte d'apprentissage, c'est-à-dire que effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de la Fédération des usagers de la bicyclette et nous, comment on travaille là-dessus. Eh bien, nous, par exemple, nous sommes prestataires de vélo-école, c'est-à-dire qu'on va aller faire des formations sur le savoir rouler, sur la sécurité, sur comment on peut faire aussi pour voilà, sécuriser au maximum sa pratique, comment on réagit dans certaines circonstances, etc. Merci Myriam pour ces réponses. Une autre question de Samuel. Est-ce que le groupe participe aussi sur des projets d'implémentation de pistes cyclables? Il trouve qu'à Paris, les pistes ne se connectent pas et donc ça rend... Oui, je pense, voilà, je pense répondu à cette question, hein. C'est-à-dire que nous, directement, on n'est pas des, des opérateurs qui mettons en place des pistes cyclables, mais nous sommes donc interconnectés. J'insiste beaucoup sur l'importance de l'interconnexion entre les différents acteurs pour pouvoir faire des choses sérieuses. C'est-à-dire que pour faire des pistes cyclables, alors c'est les pouvoirs publics qui font les pistes cyclables, c'est la voirie, hein,
Donc c'est l'État, c'est le département, c'est la ville, il y a plusieurs compétences en fonction de la route à laquelle on s'adresse, hein. Voilà, en France, vous avez les départementales, les nationales, les chemins vicinaux, etc. Donc tout ça, voilà, c'est des compétences de l'État ou des collectivités territoriales, mais la relation entre les usagers et les pouvoirs publics est extrêmement importante pour que ces pistes cyclables, d'abord, bah, elles se mettent effectivement, c'est-à-dire que plus il y aura de gens qui militent pour qu'il y ait des pistes cyclables, plus il y aura de pistes cyclables. Et les employeurs ont leur rôle là-dedans, j'insiste beaucoup. Les employeurs ont plus de poids que des résidents, des simples cyclistes. Donc c'est très intéressant cette communauté employeur pour le vélo parce que ça montre qu'il y a des employeurs qui ensuite peuvent pousser pour que des budgets soient mis pour sécuriser et pour mettre en place des pistes cyclables. Voilà. Et donc, nous, on va être dans ce projet d'écosystème territorial, bah, c'est bien effectivement de mettre en relation, d'organiser cette relation de toutes les parties prenantes et avec aussi comme objectif le déploiement des pistes cyclables. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses encore une fois. Et une autre question, quels sont vos besoins en chef de projet? Et ce serait pour faire quoi? Alors, nos besoins en chef de projet, euh, c'est comme, voilà, moi, euh, ce serait justement là, on va être en, alors, excusez-moi, je suis pas forcément, je, je, je ne saurais pas dire, voilà, est-ce qu'on a besoin d'un chef de projet dans l'informatique ou un chef de projet en RH ou Non, quoi? Myriam, c'est pas ta dernière slide où tu as dit les attentes vis-à-vis PMI, je pense, les Oui, c'est ça, ambassadeurs, voilà. oui, voilà. Donc, des ambassadeurs, mais ou des gens, effectivement, qui s'intéressent au sujet et qui veulent avancer sur ce projet d'écosystème territorial, d'organiser la relation, peut-être organiser les coopérations entre différents types d'acteurs, c'est-à-dire ça s'apparente peut-être à du process qualité ou du process d'organisation. Voilà, ça s'apparente à du process d'un chef de projet sur la mise en place d'une chaîne de compétences pour la production d'un bien, qui est un bien un peu particulier, puisque ce serait un vélo, par exemple, issu de l'économie circulaire. Ok. Très bien, merci, merci pour ces réponses. Je vais poser une dernière question. Si intérêt pour le projet, quelle est la prochaine étape? Alors, s'il y a de l'intérêt pour le projet, moi, je pense que le mieux, c'est un contact direct avec moi. Moi, je m'étais interrogée de faire un petit questionnaire que j'aurais pu vous envoyer par rapport à la présentation, dans lequel où je pourrais vous proposer des thématiques et avec donc une manière de mettre son contact par thématique, enfin sur des thématiques particulières. C'est-à-dire, j'ai effectivement dans mes slides, j'ai dit quelles étaient éventuellement les attentes et donc, je vous propose de vous renvoyer cette slide, mais sous forme d'un questionnaire, voilà, forme, quoi, un formulaire dans lequel vous pourriez manifester votre intérêt sur les différentes thématiques que j'ai citées. Très bien. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Philippe. Le pôle Est parisien du PMI vous remercie d'avoir participé à cette conférence. Nous espérons qu'elle a répondu à vos interrogations. Nous allons afficher le code PDU hein, pour ceux qui posent la question. Merci encore une fois et très bonne soirée à tout le monde. Merci. Voilà, merci, Bonne soirée. au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.
Le code, il est où? Myriam, est-ce que tu pourrais afficher le dernier slide? Je crois qu'elle a quitté. Ah, flûte. C'était sur ces slides. Ok. Ok, on va noter vos noms, on vous enverra le code par mail, du coup. D'accord, Oui, oui, merci. c'est mieux. Au revoir. Au revoir.